Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. On existe réellement. Alors, bonsoir à tous. Pendant que ces dames prennent place, permettez-moi de me présenter. Marie-André Lamontagne. Je dirige la programmation du Festival littéraire international Métropolis Bleu. Et simplement, alors la diapo va apparaître dans un instant du festival. Non, la première diapo, la plus générale. Voilà, on va y arriver. L'événement de ce soir s'inscrit dans la foulée du Festival Métropolis Bleu qui a lieu au printemps, en avril, le dernier week-end d'avril. C'est un festival multilingue dont la mission, si on peut parler d'une mission, en effet, c'est de rapprocher les cultures par la littérature, grâce à la littérature. Donc, on a une programmation en français, en anglais, en espagnol, d'autres langues. Chaque année, il y a une douzaine de langues présentes au festival et on remet plusieurs prix, dont le prix Nouvel Apport Métropolis Bleu en partenariat avec le Conseil des arts de Montréal. Et donc, ce prix est allé en 2025, en avril, au début de l'année, là, est allé à Stéphie Mazounia, à qui on n'a fait que remettre le prix parce que on était très tard dans la saison entre le moment où le jury a délibéré et la tenue du festival. On lui a remis le prix et la tradition veut, grâce à notre partenariat avec le Salon du livre de Montréal, que là, on marque le coup en novembre avec une rencontre où c'est l'occasion de discuter vraiment de son livre, mais pas seule. Elle ne sera pas seule ce soir, vous allez voir dans un instant. Je vais laisser le micro et notre amie Magali Lefebvre-Jean, n'est-ce pas, va vous présenter les deux invités et le sujet de la discussion. Mais simplement, retenez bien, Festival littéraire international Métropolis Bleu, dernier week-end d'avril, et j'espère bien vous y revoir. Vous n'aurez qu'à vous présenter. C'est à l'Hôtel 10, 10 rue Sherbrooke-Ouest, vous voyez, c'est au carrefour là, de Saint-Laurent, et il y a tout à boire et à manger symboliquement, mais aussi réellement pour tout le monde, pour tous les goûts. Voilà. Alors, je vous laisse en compagnie de ces dames. Moi, j'ai très hâte d'entendre le sujet a l'air magnifique, l'Afrique au cœur. Alors, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à ceux et celles qui ont pris le temps de faire une petite pause dans leur salon du livre pour venir nous entendre. Donc, c'est moi qui vais animer ce soir, mais évidemment, en tant que prof, j'ai l'habitude de parler seule et ce soir, ce n'est pas moi le centre de l'attention. Donc, Magali Lefebvre, c'est moi, Jean, avec mon nom d'autrice, c'est moi qui va animer. Et oui, l'Afrique au cœur, mais je me suis beaucoup inspirée des livres pour y aller dans une formule assez informelle, dans la vibe de s'enjailler, dans la vibe sister, dans la vibe queen. On va jaser de nos livres de résistance, d'écriture, de symbolique et évidemment de tout ce qui a motivé derrière les écrits et les ouvrages. Donc, on va sortir un petit peu des cadres puisque c'est ça, moi, ma formule gagnante. Donc, évidemment, avant de rentrer dans le cœur, bien sûr que je pourrais vous présenter ce que j'ai lu, que vous pourriez lire sur ces magnifiques femmes et sur leurs œuvres. Mais moi, je préfère quand je me présente moi-même, parce que moi, je ne me définis pas comme ma bio me définit nécessairement. On ne se définit pas que le travail que nous faisons, la personne que nous sommes de 9 à 5. Donc, si vous aviez à vous décrire, vous êtes écrivaine, vous êtes plein d'autres choses, mesdames. Voulez-vous nous dire votre nom et comment vous vous décrivez? Et ensuite, on rentre dans le livre. Oui. Parce que lire une bio, je peux aller sur Google et taper leur nom. C'est pas ça qui intéresse du tout. Donc, comme vous constatez, on n'était pas préparés. Hein? Bonsoir, merci d'être là. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Madula Kébé-Camara. J'écris, évidemment. On est là pour ça. On discutait de tout ça. Donc, je fais des études littéraires, des études féministes. J'ai 2 enfants. Je suis arrivée au Québec il y a 10 ans.
J'adore lire des contes comme les contes des Mille et une nuits, beaucoup, l'Iliade et l'Odyssée. Puis la littérature orale aussi, j'adore m'imprégner de beaucoup de littérature orale, dont celle d'Afrique de l'Ouest, dont je suis issue, donc, et les langues ancestrales dont j'ai hérité. Donc, voilà un petit peu sur moi. Salut tout le monde, je m'appelle Stéphie Mazunia. Je suis la tante de beaucoup d'enfants et j'en suis très fière. À part ça, je suis comédienne et j'ai commencé à écrire du théâtre. Sanjaya a été ma première pièce. Voilà. Et je pense que je me définis comme une artiste, une amoureuse de l'art et d'autres artistes. Merci de partager vos voix. Oui, on peut applaudir. Quand l'envie est là, vous applaudissez, bien sûr. On ne se censure pas ce soir. Déjà, c'était une de mes questions, mais évidemment, on peut ne pas y aller en ordre. L'oralité, extrêmement importante dans nos comités afrodescendantes. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans vos deux livres. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je m'étais tapée sur les cuisses de joie, de peine, d'émotion. Vos livres m'ont fait vivre beaucoup, beaucoup d'émotions. Et j'en ai lu beaucoup récemment pour plusieurs raisons, hein, mais je vous remercie pour le travail que vous avez fait premièrement. Et oui, l'oralité, c'est quelque chose... Évidemment, moi, je reste... À la base, oui, une artiste, une autrice, mais une théoricienne. Hein, je reste prof de sociologie, donc mon cerveau réfléchit parfois en théorie. Et l'oralité est une base très importante du féminisme noir, est une de nos communautés, d'une manière de transmettre les histoires, de transmettre les émotions, le vécu, les expériences. Et j'ai trouvé vraiment que vous faisiez honneur justement à ces traditions-là qui nous ont précédées et que vous continuez à porter le flambeau. Donc, je vous remercie pour ça. On reviendra peut-être sur l'oralité. J'ai envie, avec ma question d'entrée, parce que les deux livres, de mon point de vue, sont vraiment dans une filiation littéraire afrodescendante et afroféministe, pour moi. Peut-être qu'elles ne définissent pas comme ça, mais moi, je l'ai vu ancré, enraciné vraiment dans ces lignées-là. Et pour moi, vous allez voir, la sociologue militante rentre tout de suite en acte dans sa question. L'écriture, pour vous deux, devient-elle un acte de résistance contre l'effacement, le déracinement ou la simplification des identités migrantes afrodescendantes de première, deuxième génération? Est-ce qu'il y a un acte, au-delà de l'écriture, qui se veut justement... parce qu'il y a des choses dans votre livre, et je pourrais nommer ce que j'ai vu, mais il y a un vouloir de ne pas simplifier, de rendre monolithique la parole, de montrer les identités multiples, de monter justement les plusieurs facettes. Donc, voilà. Est-ce que l'écriture est un acte de résistance contre l'effacement, le déracinement ou la simplification des identités migrantes? C'est ma première question. Pour moi, je pense que c'est sous-jacent, mais je pense pas que c'est comme entièrement conscient. Pour moi, Sanjaya, c'est une histoire où on rit, j'espère, où il y a beaucoup de légèreté, même si on aborde des sujets très... qui peuvent être considérés comme étant lourds. Mais pour moi, c'était aussi j'avais envie de voir des femmes noires joyeuses, qui rigolent, qui ne sont pas... c'est sûr que ça devient politique, veux pas. Mais pour moi, c'était aussi de voir des femmes noires en joie, exister dans un espace où elles sont entre elles. Donc, elles ne sont pas en confrontation, elles sont juste dans leur safe space, puis on a accès à elles, on les voit exister, mais elles ne sont pas conscientes de nous. Donc, elles sont dans un endroit où elles sont le centre. Et ouais. Donc, mais quand je commençais à écrire, je voulais écrire qu'est-ce que je vois de mes amis, parce que c'était en 2020 que j'ai commencé à écrire, puis tout ce qui existait sur les femmes noires était vraiment très tragique et dramatique dans la littérature. Pas tout, là, mais tout ce que je voyais présenté à moi. Et par défaut, j'imagine, en voulant mettre de l'humour et de la joie, ça devient par défaut un acte politique. Mais est-ce que moi, j'y pensais à ça en le faisant? Non. Est-ce que juste avant de rebondir, est-ce que tu veux parler de qu'est-ce qu'il aborde et qu'est-ce que tu voulais mettre au monde dans ce livre-là? Tu as parlé de la joie, mais peut-être pour les gens qui ne t'ont pas lu encore, peut-être la colonne vertébrale de Sanjaya. Est-ce que tu veux le partager avec nous? L'amitié entre femmes noires. C'est quelque chose qui a été très important. Et pour moi, en fait, aussi, c'était ce que je vivais. C'est quelque chose qui a été très important pour moi durant
c'est mon âge, toute ma vie quand même. Je pense que c'est quelque chose que j'ai hérité de ma mère. Ma mère a des amitiés très fortes et je pense que pour moi, ça a été beaucoup un endroit de safe space parce que c'est un espace où j'ai pas besoin de m'expliquer, où mon identité n'est pas centrale. Tout en l'étant, tu sais, mais j'ai pas besoin avec mes amis d'expliquer quoi que ce soit. Donc, je peux exister entièrement alors que des fois, quand je suis dans certains espaces, j'ai l'impression qu'il faut que je veux pas être le cliché. Ah, c'est la première chose des fois qu'on demande. Hein. Tout de suite, on va Oui. vers l'identité et on peut parler de tellement autre chose. On est tellement plus complexe que ça. Exactement. Donc, elles pouvaient exister dans leur complexité parce qu'elles sont entre elles. Et puis, puis pour moi, c'était important qu'elles soient noires pour qu'elles soient pas essentialisées. On avait. Et puis, qu'elles soient 4 femmes. Donc, on pouvait les voir qu'elles sont toutes différentes. S'il y en avait une, c'est sûr qu'on aurait un peu plus. Ouais. Ouais, c'est merveilleux ce que tu as écrit c'est de la sororité, Oui. mais de la belle sororité, puis où on voit les différences de chacune sans qu'elles aient à s'excuser ou trop être descriptives. Tu as une petite voix, je suis certaine que Ah, les gens vous qui m'entendez souhaiteraient pas? que tu parles Pardon, je vais un peu parler plus plus fort. fort. Je Oui, pensais que le micro merci. faisait le travail, mais non. Hem, pour ma part, il n'y avait pas cette volonté d'être dans la confrontation ou dans la revendication, mais beaucoup plus dans l'amour d'un héritage. Cette transmission-là, par l'écriture, c'était une manière aussi d'éviter sa disparition parce que c'est des langues orales, c'est des langues qui disparaissent en faveur d'autres langues qui sont plus écrites, les langues coloniales, mais sans pour autant les mettre en conflit. C'est de se dire qu'elles coexistent finalement et tout en coexistant, ça permet à l'autre de briller. Mais c'est pas une compétition. Puis, à la fin de mes ouvrages, en tout cas de celui-ci, je mets un glossaire, mais je suis pas forcément la première qui ait fait ça, et même d'utiliser aussi nos langues orales d'Afrique de l'Ouest. On a Camara Lay, Amadou Kourouma et bien d'autres qui ont utilisé ce procédé-là aussi. C'est pour éviter l'effacement, mais ils ne le faisaient pas pour les mêmes raisons. C'était dans un autre contexte il y a beaucoup, beaucoup de temps. Donc, moi, c'est vraiment cette volonté de, de rendre hommage, De laisser une trace. de laisser une trace. Et comme je le disais, j'ai des enfants, pour eux aussi, parce que cette langue-là, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a rien qui nous permette de. Donc, ou très, très peu, ou pas accessible. Donc, je me suis dit, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, en voyant aussi ce que certaines écrivaines des communautés autochtones font ici aussi, avec l'Innu, par exemple, Natacha Canapé-Fontaine, Joséphine Bacon et bien, bien d'autres. Cette volonté de rattraper au vol cette langue qui s'envole, qui disparaît. Donc, je voulais vraiment faire aussi cet exercice-là par acte d'amour, oui. Merci de l'avoir fait. On va rester dans l'amour. Donc, veux-tu rebondir? Si ton livre était un parfum, une couleur, une odeur, que serait-il? Comment on pourrait matérialiser ton livre? L'odeur de l'encens que nos mères vont faire brûler. On appelle ça le tourail chez nous. Puis c'est ça, c'est cet encens-là qui est toujours dans les maisons. Puis que sur le moment, on se dit, ah, ça étouffe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je donnerais pas pour le réavoir? Parce que ma mère n'est pas avec moi ici au Québec. Elle est restée en France avec mes frères et sœurs. Puis des fois, c'est ça. Puis mélangé avec odeur du tièbe. Puis des rires. C'est toute cette ambiance-là, mais qui commencerait par l'encens dans les foyers. Ouais. Je pense que je dirais que j'aimerais que mon livre soit un jardin de fleurs où on peut aller courir. Dans les deux cas? Dans le cas de S'enjailler, mais dans le cas de chronologie? Ah non, chronologie. On est ailleurs. On est ailleurs. Est-ce que tu veux nous parler de chronologie et surtout son essence, et comment s'est passée l'écriture, de passer entre l'émotivité, l'intimité et l'écriture? Est-ce que cela a progressé entre le moment où tu as voulu l'écrire et le moment où il a été mis sur papier? Parce que je pars d'une idée souvent que pas tout n'est bon à dire ou pas tout est bon à être partagé. Et comment on fait des choix pour parler de sujets aussi sensibles que dans chronologie?
Mais c'est une perspective que j'ai. Peut-être que n'est pas la même pour toi. Mais comment on fait le passage entre une histoire qui est intime et qui est proche d'une historicité qui est proche de nous jusqu'à une pièce de théâtre et jusqu'à un livre? Comment ça s'est passé, le processus d'écriture? Pour moi, je dis que Sans jaillir m'a permis d'écrire chronologie. Ouais. Parce que Sans jaillir, je disais que j'écris de la fiction. Tandis que si j'avais commencé par chronologie, en tout cas, je pense dans le monde de théâtre, souvent quand des personnes racisées écrivent, on pense souvent que c'est autobiographique tout de suite. Et j'ai l'impression que parce que j'avais comme fait un statement en disant j'écris de la fiction, chronologie pouvait exister. Et chronologie, c'est quelque chose de beaucoup plus intime. Et surtout, ça parle de ça parle de beaucoup de choses, mais ça parle aussi de la relation mère-fille. Clairement, j'aime beaucoup les femmes en général. C'est comme par défaut quand j'écris, il y a des femmes. Après ça, peut-être que j'écrirai des hommes un jour, mais sensiblement, c'est ça qui intuitivement venait. Puis, je voulais un peu aborder la complexité entre les mères africaines et leurs filles. Je pense que c'est des relations très complexes. La relation mère-fille est complexe par défaut, tu sais, comme de soi, tu sais. Mais je voulais aussi, je pense que chronologie aussi, ça parlait de... À chaque fois, j'ai envie de montrer une facette qu'on n'a pas vue des femmes noires, en tout cas, dans les deux cas. Et pour moi, au début, c'est pour ça qu'il y a l'autrice et Mucho, son alter ego, et Antoinette, qui représente une femme qu'on n'avait pas, qui, je pense, j'avais pas vue et qui est un peu inspirée de ma mère, qui est une femme diplomate, une femme intellectuelle et une femme qui ne s'excuse pas d'être carriériste et qui fait des choix difficiles, bien sûr dans un contexte de guerre, parce que ça se passe au Burundi, mais qui assume pleinement son ambition. Et j'ai l'impression que souvent, j'ai vu dans la littérature où les femmes noires sont tout le temps en train de se sacrifier pour les autres, tout le temps en train de donner. Et il y a quelque chose que j'ai un peu perçu dans certaines femmes, que ce soit de ma mère qui, oui, c'est une mère qui a été qui a fait ses choix et qui m'aime, mais c'est une femme qui a été carriériste et qui l'assume pleinement. Et des fois, je lui en ai voulu, ou je voulais comme une mère plus qui fait des lunchs, tu sais, qui se sacrifie, tu sais, comme, tu sais, je voulais comme la mère dans les livres, tu sais, parce que mes autres amis, ma mère, elle allait me faire un transfert, va faire l'épicerie, mais les autres mamans, elles venaient, puis elles cuisinaient pour leurs enfants, puis elles faisaient des lunchs. J'avais 22 ans, là, tu sais, j'étais correcte, là, c'est comme... Mais après, maintenant, à mon âge, je pense que ma mère m'a comme donné la liberté d'être une femme artiste en même temps. Et maintenant, je suis reconnaissante parce que je suis comme, la maternité peut exister avec autre chose. Alors que quand j'étais plus jeune, je voulais une maman soccer mom, là, tu sais, comme... Très présente, oui, enveloppante, présente. Oui, qui ne fait que ça. Je voulais que ma mère soit juste ma mère. Socialisée en maman. Exactement. Arrête d'avoir des ambitions, crime. Mais bref, on est égoïste des fois comme enfant. Toi aussi, ta mère a une place très importante dans ta vie, a aussi un rôle par rapport à ton style d'écriture et ta démarche d'écriture. Est-ce que tu veux nous parler de son rôle également? Absolument, c'est vrai qu'il y a beaucoup la position de mère courage, beaucoup, mais en même temps, si tu veux faire quelque chose, vas-y. Sois dans l'action, en fait, d'être dans l'action plus que dans la réserve. Donc, je te rejoins. Mais ça reste quand même d'autres générations, une culture différente, une manière d'aborder la famille qui est totalement différente aussi. Donc, mais ce rôle aussi de passation, même s'il est différent de celui de mon père, c'était beaucoup dans le quotidien, les rituels, la place d'une femme, oui, mais pas tant dans négative que plus Le sacré, peut-être? le sacré, oui, Ouais. le plus du côté sacré. Donc, il y avait vraiment cette notion je l'écoutais beaucoup, j'entendais beaucoup, j'analysais beaucoup ce qu'elle faisait, les rituels qu'elle faisait, pourquoi, quand quelqu'un, il y a un décès, il faut faire ça, c'est comme ça qu'il faut se comporter dans telle et telle situation, plus que dans une fille fait ça. Non, c'était plutôt dans le sacré ou dans les situations sociales finalement.
des événements sociaux. Oui, finalement, ta question du début, c'était quoi? On On avait jase, on en gros. rebondit, il n'y a pas de C'est bon. problème, il n'y a pas de suite. En fait, je voulais savoir justement l'influence de ta mère, puisqu'on avait rebondi sur le cas dans ce livre-ci. Mais j'ai aimé ce que tu as dit, Vas-y. Stéphie, sur l'autofiction, parce que moi, c'est de la poésie, oui, mais c'est autofictionnel. Et je le disais beaucoup au début parce qu'on me disait, oh, tu as dû te retrouver, tu connaissais pas ta langue et tout. Je fais, c'est pas du tout Pas une moi, démarche identitaire. pas du tout. Et c'est le réflexe qu'on a Exactement. souvent avec les personnes racisées de dire, Absolument. ah, on cherche un morceau, on cherche à expliquer. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais pas tout le monde fait Pas ça. tout le monde fait ça. Et c'est correct, c'est Il y a de la noble place pour aussi. tout. Absolument. Mais c'est vrai que c'est le référent premier déjà. Tout à fait. Et puis là, oui, c'est la seule chose qui nous lie, la narratrice et moi, c'est que nous sommes des immigrants de deuxième génération, même si ça m'énerve. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Deuxième génération, troisième génération. C'est comme on s'en sort plus, mais c'est juste pour situer que elle n'a pas le même vécu que ses parents parce qu'elle est née dans dans un contexte d'exil alors que ses parents ont fait l'exil. Déjà, il y a une cassure, il y a quelque chose de pas palpable qu'on pourra jamais imaginer de laisser son pays pour aller ailleurs. Mais les enfants naissent dans un autre contexte et on leur renvoie leurs différences. Mais finalement, eux, c'est des enfants en tout cas en France, on dit les enfants de la République. Mais ici, on va dire, ben, c'est les enfants du Québec. Quoi, ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Puis, qu'est-ce qui les différencie? Mais à un moment donné, quand on se cherche, lors de l'adolescence, où on se dit, OK, j'ai peut-être le droit d'embrasser mes deux côtés. J'ai peut-être et tu vois, donc, et c'est là où tu te dis, OK, il y a quelque chose à aller chercher là. Mais en plus de juste s'identifier à soi-même, de grandir et de se former, c'est de se dire, est-ce que je peux pas aller chercher non plus profondément dans mon héritage, euh, c'est ça, c'est dans ce patrimoine ou ce matrimoine-là, qu'est-ce qu'il y a, quels trésors sont cachés finalement. Et mon deuxième ouvrage, c'est une relation mère-fille aussi. Et ceux qui l'ont lu, c'était comme, oh, t'as des problèmes avec ta fille? Je fais pas du tout. Ma fille a 12 ans, enfin en tout cas à l'époque. Puis là, c'est une relation mère-fille c'est une ado, enfin plus qu'une ado à 18 ans, c'est pas du tout moi, mais il y a une distance. Mais cette distance-là, elle est importante parce qu'on peut aussi critiquer, souligner, apporter des nuances que si Être créatif. exactement. Et puis, on a des auteurs masculins qui ont écrit sur Madame Bovary, je vous apprends rien. Là, tu sais, c'est pas une femme qui a écrit ce livre-là, et pourtant, il a réussi à mettre une nuance, il a réussi à mettre une profondeur. Le livre a été vraiment, c'est comme on le connaît aujourd'hui. Et donc, ça aussi, c'est magique d'aller nous-mêmes fouiller pour créer quelque chose qui est pas nous, mais un petit peu nous, mais on a pris beaucoup d'influence pour pouvoir aller alimenter le dessous. Mais là, dites-moi, là, vos 2 livres sont des fictions, d'accord. Mais il y a plein de parties très intimes quand même. Comment a été la démarche? Est-elle thérapeutique? Elle est faire de l'art est thérapeutique. Écrire, faire du théâtre aussi, mettre en scène quelque chose. Donc, est-ce que ça a eu cette fonction thérapeutique-là? Et comment ça s'est créé chez vous? Peut-être que toi, dans un livre plus que l'autre, il y a peut-être eu une démarche peut-être plus... en tout cas, ça dépend vraiment de l'état d'esprit qu'on est aussi quand on rédige une œuvre. Donc, C'est sûr que écrire sur sa mère ne peut inspirer de la relation mère-fille, ça remue des trucs. Je pense qu'écrire chronologie a été comme l'une des choses les plus difficiles pour moi. Sans jaillir, je m'amusais. C'est comme, j'étais là en train de rigoler, puis je pensais à des idées, puis c'était le fun. Mais chronologie était comme, viscérale. Puis jusqu'à maintenant, tu sais, comme, on l'a joué au théâtre en avril, puis jusqu'à maintenant, j'ai pas encore pu réécrire du théâtre et tout. Parce que c'est comme, ça a été tellement vulnérabilisant où je me sentais nue. Puis en plus, au théâtre, tu sais, comme quand tu écris de la poésie ou un roman, les gens l'expérimentent seuls chez eux. Tandis que le théâtre, tu es en train de le jouer, puis le public, tu as le retour direct. Donc, il y a ça aussi qui est encore plus vulnérabilisant. Il y a comme, c'est ça. Un retour immédiat. Exactement. Il y a pas de... Ouais. Donc, c'était quoi la question? si le processus d'écriture était thérapeutique et la mettre en scène aussi, parce que c'est 2 sentiments complètement différents, là. Oui, c'était thérapeutique, oui, j'imagine. Ouais, j'imagine. Mais t'es trop encore dedans pour c'est ça. C'est correct. Et ma mère est venue voir la pièce et tout. Puis, tu sais, comme ma famille était là, c'est qu'eux, ils savent qu'est-ce qui est fictionnel et qu'est-ce qui n'est pas.
Et je me souviens que mes sœurs étaient tellement choquées. J'avais préparé ma mère et ma mère était contente, était comme, ah ouais, allez, elle envoyait ses amis et tout. Mais mes sœurs étaient comme bouleversées parce que je les avais pas préparées à quel point, parce que eux ils savent et tout. Mais il y a beaucoup de fiction. Mais dès que j'écris une femme diplomate, puis ma mère est diplomate, on s'entend bien que tout le monde dans ma communauté va penser que c'est. Donc, thérapeutique, je sais pas, c'est que ça remuait quelque chose de très proche. Et je sais pas si, dans la suite de mon écriture, je vais retourner là. Peut-être que c'était ça. Et tu l'as mis au monde et tu vas avoir d'autres projets qui vont émerger. Ouais. C'est possible aussi. Oui, C'est très intéressant, c'est parce que c'est très intime. Et sans parler trop de moi, quand je suis allée en Haïti Oui. pour la première fois, je m'attendais à être bousculée et je me suis dit, ah, ça va passer. oui. Je vais avoir cette émotion en revenant, je suis trop dedans et c'est jamais venu. Puis c'est correct. C'est de rester factuel et rationnel. J'ai pas eu ce oomph que je pensais. Donc peut-être que ça va juste, tu vas fermer une page et autre chose va émerger et c'est correct. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme, OK, c'est un peu, il y a une romantisation du pays natal Oui. qui se passe des fois quand on est en Occident, où on s'attend que, oh mon Dieu, il y a des choses qui Je vais changer. c'est ça, il y a quelque chose qui va être réglé en moi et tout. Puis tu arrives là-bas, puis les gens font leur vie. C'est comme, Ils t'attendent pas. ils là. ne racontent pas. Et j'entends beaucoup ça des Américains qui disent, ah, je vais venir to the motherland. Et je suis comme, bro, là, et genre, comme, fais-le pour toi, là. Mais sinon, les gens, ils s'en foutent, là. C'est comme, ils sont dans leur quotidien. Si ça te sert, ben, bien sûr. Mais il n'y a pas quelque chose qui va être réglé. Ben, peut-être. Mais il y a comme, tu sais, c'est comme, c'est des pays avec leurs failles aussi, qui sont liés à beaucoup de choses. Et donc, tu découvres un pays aussi, tu sais, que tu connais pas. Donc, c'est pas comme si il n'y a pas comme un rapport à, bref. Non, mais je te file totalement parce que moi, mon père, quand il me racontait qu'il est romantique, je sais pas, c'était majestueux. C'était d'une certaine manière, même s'il y avait des failles des fois, mais c'était d'une C'est certaine... Disney, là. J'arrive, j'étais comme, où c'est? Où c'est? Je cherchais ça dans Cette magie. il y avait la magie, mais c'était comme beaucoup plus intense parce qu'il était dans la nostalgie. La nostalgie, c'est beau, c'est une couleur, c'est une odeur, puis c'est cette nostalgie-là de vivre dans l'exil. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose quand on vit dans l'exil, de vivre dans cette nostalgie, mais pendant ce temps-là, les évoluent. Tu sais, lui, c'était comme, on s'entend, là, dans son enfance, il n'y avait pas de téléphone portable comme pour moi. Je dis pas mon âge, mais on se comprend. Mais lui, il n'y avait pas tout ça. Et donc, quand il me parlait de son enfance dans les années 1940, il est décédé maintenant, mais tu sais, il m'a raconté dans les années 1940 comment c'était le Sénégal en 100 ans. Entre-temps, ils ont eu des téléphones portables, il y a de l'eau courante, il y a de l'électricité, il y a des Plus le même affaires, pays. ça n'a rien à voir. Mais tu sais, lui, c'est ça qu'il a connu. Et puis, c'était pas, il n'y avait pas de frontières préétablies, puis il a une partie Touareg dans sa famille. C'est totalement différent. Et les dunes, le Sahara, ces affaires. Donc, du coup, c'était comme, puis là, tu vas, tu dis, c'est où? Pourquoi? Pourquoi ils ont le téléphone d'abord? Tu sais, comme, il était comme, tout ça, ça tombe. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens, tu sais, il faut pas, mais on digresse, c'est des belles digressions, mais j'ai l'impression que c'est pas vers là que tu voulais nous emmener, Magali, c'est beau? Moi, j'ai aucun problème, mais ma question, c'était, est-ce que ça a été thérapeutique? Mais je vais te relancer avec un autre élément de morceau de casse-tête si tu veux rebondir, parce que je veux revenir au livre. Oui. On parlait de livres avant de parler de nos papas et nos mamans. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup d'histoire, il y a beaucoup de choses dans vos livres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important pour vous que les lecteurs, les lectrices retiennent? Parce que quand on lit quelque chose, et vous le savez, hein, on est tous des lecteurs, des lectrices, on rebondit tous sur des lignes différentes. Dépendamment on est où dans notre vie, on va retenir quelque chose parce que ça résonne avec nous. Tu vas relire le même livre 3 ans plus tard, c'est pas la même chose. Donc, mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez, en ayant mis ces livres au monde, qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs, lectrices retiennent? Au-delà de, évidemment, les femmes noires ne sont pas un groupe monolithique. Ça, Oui. clairement, on s'entend là-dessus, mais encore. Donc, je te donne ce petit morceau-là pour Méchante continuer. question. Ah, Mais c'est une belle question dans le sens où c'est rare, tu sais, on laisse le public aussi s'approprier, puis venir aussi chercher son trésor à lui dans la lecture, comme tu dis, dans l'étape ou l'état d'esprit dans lequel la personne se trouve quand elle lit. Et c'est beau aussi, mais d'avoir le son de cloche de l'auteur-autrice. Je
comme tu dis, c'est aussi la profondeur de nos histoires qui ne sont pas monolithiques, on le sait. Il n'y a pas la femme noire, on a compris. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, le Burundi, il a une histoire qui n'a rien à voir avec le Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest. C'est comme... Oui. Mais pourtant, il y a des liens. On est de la diaspora africaine, oui. Mais plus encore, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi les trésors cachés que juste dans nos communautés, on va se raconter entre nous? De partager un peu ça et puis que une lecteur, lectrice va lire, si elle vient de là où je viens, elle va se dire merci, tu me rends hommage ou tu viens un petit peu changer le discours des étiquettes qu'on nous pose, des stéréotypes, des clichés, etc., qu'on nous pose constamment. Mais là, tu es parti chercher différemment autre chose, quelque chose qui a un lien avec nos héritages, quelque chose qui a un lien avec nos histoires ancestrales aussi. Il y a quelque chose de beau à aller chercher ça quand on dit que l'Afrique n'a pas d'histoire avant la colonisation européenne. Je crise parce que c'est faux. On a des civilisations extraordinaires de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Il n'y a pas juste l'Égypte. Il y a des empires, des civilisations, et l'Empire du Mali. Non, me lançons pas là-dessus. Non, 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 on peut pas, là, on n'a pas assez. On peut, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on a autre chose. Et souvent, quand on montre l'Afrique et les failles qu'elle a actuellement, et on le sait, il faut parler du Congo, il faut parler de tout ce qui se passe au Soudan. En tout cas, je m'égare encore, et puis ça, là, c'est plus douloureux. Mais au-delà de ça, pourquoi? Il y a le pourquoi, et c'est important de revenir dessus, que la colonisation et l'esclavage ont fait énormément de dégâts qui ont des impacts aujourd'hui encore. Mais derrière ça encore, quand on veut nous remémorer aussi notre grandeur, notre beauté, ça prend ça aussi, des représentations qui viennent toucher à la réalité et non pas à l'exotisation uniquement. Qui regarde, qui décrit, qui va venir chercher ces histoires-là pour venir aussi relever, de se dire non, t'es pas une moins que rien, ton histoire, c'est pas juste la guerre, la misère et la famine, c'est pas juste des génocides, c'est pas juste ça. Derrière, il y a des mécanismes politiques et derrière, il y a des choses. Mais si on efface ça aussi, il y a aussi de la beauté, de l'amour, des héritages extraordinaires, des histoires à se raconter, des histoires entre nous dans le cadre de sororité, dans le cadre de parents-enfants, dans le cadre de l'éducation nationale a son rôle à jouer, mais pas que. Nous, en tant qu'artistes, il faut qu'on mène ce combat-là aussi parce qu'on vient des marges et si les marges ne se lèvent pas pour faire ce que les marges voudraient voir, eh ben, en fait, on verra juste ce que l'autre pense savoir de nous. Donc, il y a ça. C'est long, ce que j'ai dit, mais pour simplifier, c'est on n'est pas juste ce qu'on pense qu'on est et c'est à nous de le prouver, c'est à nous de le démontrer, c'est à nous de l'offrir aux autres et puis comme ça crée des précédents ou ça confirme ce qui existe déjà. Mais c'est important d'aller au-delà de ces étiquettes-là. Il faut les effacer et en créer des nouvelles. Je m'excuse de longueur de mon appel, là. Mais non, mais t'es là pour ça. C'est votre conférence. Bon, Go! Merci. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? C'est très grand, c'est très large. Honnêtement, moi, quand j'ai fini d'écrire et que c'est publié, on dirait que ça ne m'appartient plus. Donc, C'est beau et ça fait peur en même temps. Oui. Donc, c'est comme, voici mon offrande. Prenez ce que vous avez besoin ou ce qui vous fait du bien. Donc, c'est peut-être, après ça, oui, je pense quand j'écris, mais après ça, c'est comme, voilà, tenez. C'est comme si c'est pas, je sais pas. Prenez ce qu'on a besoin parce que tout parle tellement de beaucoup de choses. Donc, peut-être en lisant, c'est la relation mère-fille qui va les toucher, la sororité et tout. Puis, genre, c'est comme si ça m'appartient pas. Ça dépend de là où la personne est. J'ai l'impression que tu veux rebondir. Tu as saisi ton micro. Mais Oui, tu as trahi. Mais t'as raison. Oui. On offre ça, puis la personne en fait ce qu'elle veut. Toi, t'as ta part aussi. C'est ça. ça. Donner une limite. Ouais. J'ai une question par rapport à ça, puis ça a plus de lien avec chronologie. En fait, chacun des chapitres porte le titre d'un livre. Je suis contente quand les gens remarquent ça. Ben là, oui, d'une personne afrodescendante qui a écrit. Donc, il y a une espèce d'hommage. Absolument. Et je voulais savoir ta démarche derrière. Et c'est super intéressant. Et aussi,
puis ça va avec ma prochaine question. Qui sont vos inspirations littéraires, artistiques? Et peut-être que ça a un lien avec ça ou pas, mais j'avais envie de lancer ça pour ouvrir la prochaine parenthèse. Ben oui, chacun des chapitres fait référence à un titre de livre d'une personne afrodescendante. Oui. Oui. Ben, dans Chronologie, je parle du fait que quand j'étais... un des personnages parle du fait que quand j'étais à l'école de théâtre, j'ai demandé s'il y avait des auteurs africains. Puis un de mes profs, ça c'est une expérience vraie, là, tu sais, que je fictionnalise, m'a dit qu'il n'y en avait pas des auteurs en théâtre, des auteurs d'origine africaine. Et je suis allée sur Google, puis j'en ai trouvé plus de 100. C'était de la paresse, tu vois. Puis c'est une personne en particulier. Puis après, elle a ramené quelqu'un qui écrivait du théâtre d'intervention. Et puis c'était comme... c'était limite humiliant parce que c'était comme si c'est ça qui représente le théâtre. Tu sais, comme après, en ayant fait... J'avais 22 ans, tu sais. Mais après, en ayant fait des recherches, j'en ai tellement trouvé. Et c'est ça qui m'a menée à lire des auteurs afrodescendants. Donc, moi, l'une de mes plus grandes inspirations, c'est Chimamanda Ngozi Adichie. Quand j'ai lu Americana, je me suis retrouvée dans la littérature. Et c'est ça je disais ça hier, que Americana, Chimamanda m'a amenée à lire James Joyce. C'est drôle parce que des fois, les gens ne comprennent pas l'importance dans les écoles d'avoir des auteurs afrodescendants parce que en sachant que Chimamanda aimait James Joyce est devenu important, même si tout le monde c'est comme dans la littérature. James Joyce est devenu intéressant parce que Chimamanda l'a cité, tu vois. Donc, elle m'a ramené à des classiques. C'est pour ça que c'est important d'avoir une diversité dans la littérature dans les écoles, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va... Quand les jeunes se reconnaissent, ils sont plus ouverts à découvrir autre chose. Ce qui fait ce qu'on veut, en fait. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc, il y a Americana, mais j'ai eu tellement besoin de me reconnaître dans d'autres autrices afrodescendantes, actrices et tout ça, que toutes ces femmes-là, chaque fois que Leonora Miano, bien sûr, maintenant, je sais... Marie... oui, mais en fait, c'est que il y avait Stéphane Martelly que j'ai rencontré pendant que j'étais à l'école et je sais pas, ça a été tellement bouleversant pour moi parce que durant tout mon parcours, j'avais pas vu de femme noire et c'est comme si je venais et je voyais une déesse. Puis j'étais comme je t'aime, à fort, tu sais, mais j'avais tellement soif de représentation. Ouais. Donc, c'est comme j'ai avalé des auteurs, puis je ne savais pas qu'il y en avait au Québec. Et tu te rends compte que là, tu en deviens une et tu seras Oui. une représentation, une inspiration pour d'autres gens. Donc, tu fais partie de cette grande famille de grands noms. Vraiment. Puis maintenant, j'en découvre plus. Mais avant, c'était comme Chloé Savoie, qui n'est pas comme beaucoup plus âgée que moi. Et je l'adore, puis elle est incroyable. Mais c'est important de voir des modèles de femmes noires comme beaucoup plus âgées. Puis c'est comme, ça te dit, c'est ça que je peux être. Mais bref, c'est long. Mais c'est extraordinaire ce qu'il se dit, c'est vrai. Miano, Fatou Diom, Aminata Ba. C'est comme Aminata Ba, c'est plus ancien, mais il y a quelque chose qui s'est fait. Mais dans le plus contemporain, c'était où dans nos classes? Il fallait, nous, aller chercher par nous-mêmes et de voir que ça existait. Et ça fait du bien de voir qu'il y en a de plus en plus et qu'on inonde et qu'on ose davantage. Chez Mamanda Ngozi Adichie, c'est sûr, mais elle est arrivée plus tard dans mon parcours, moi, puisque je suis plus âgée. Mais oui, absolument. Puis elle a créé quelque chose où elle a renversé le paradigme de c'est elle qui analysait, qui regardait ce qui se passait aux États-Unis ou quoi, dans son processus d'immigration. Elle n'était plus en train de parler de son exil à elle, mais plutôt j'arrive, qu'est-ce que je vois, papa, je décris. Et c'est ça, je pense que moi, c'était extraordinaire. Mais Leonora Miano, elle, c'était intéressant aussi. Il y avait quelque chose de ça avec Blues pour Elise, notamment, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Ses autres ouvrages aussi, mais lui. Avant ça, beaucoup d'États-Uniennes, Bell Hooks. Stéphane Martelly. Elle a entendu son nom. On venait de parler de toi. On venait de parler de toi. Oui, donc... on l'a fait venir. C'est ça. Et donc,
Stéphane Martelly. Donc, ça nous a... On parlait d'inspiration littéraire. Est-ce qu'il y avait Marie d'autres Scondé. personnes Marie Scondé, beaucoup. qui t'ont Marie influencé, Scondé. qui t'ont motivé à mettre sur papier ton écriture? Absolument. Marie Scondé, mais beaucoup d'États-Uniennes, puisque justement, dans la francophonie, c'est assez restreint. Plus récent. Oui, 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 oui. Donc, beaucoup Toni Morrison. Donc, c'est ça. Mais après ça, la littérature orale ou alors vraiment les contes des mille et une nuits, moi, c'est beaucoup ça parce qu'il y avait beaucoup le mouvement, la manière, dans la forme surtout, dans la forme. Puis d'autres autrices aussi qui sont pas forcément afrodescendantes, mais dans l'africanité, Ouais. il y en a beaucoup qui se conjuguent comme ça. C'est beau. Ouais, on pourra en lister d'autres. Tu sais, comme ça se bouscule, mais c'est extraordinaire. Vos livres sont nés ici, ont été mis au monde ici. Peut-être qu'ils ont été écrits aussi en chemin, peut-être ailleurs. Est-ce qu'il y aurait un désir de mettre au monde votre parole à la maison? Est-ce que vous aimez ça, l'emporter en Afrique, faire entendre votre parole, prendre parole, faire une prise de parole de poésie, d'écriture? Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est quelque chose qui est là ou pas particulièrement? Tout à l'heure, on parlait de quand on écrit quelque chose, c'est une offrande et on le laisse vivre. Mais est-ce que vous aimeriez le porter avec vous? Et est-ce qu'il y aurait une symbolique derrière que d'aller en Afrique et faire vivre votre livre? Où est-ce que d'où est-ce qu'il parle, que ce soit au Burundi? Est-ce que est présent comme émotion? Oui, oui, absolument. L'ouvrage, moi, pour ma part, il est né dans l'exil, parce que justement, même si je suis née à Paris, puis j'ai grandi en France, mais ensuite j'ai émigré au Québec il y a 10 ans. Donc, il est né là, et c'est là où j'ai compris aussi le cheminement de mes parents de tout laisser. Mais eux, c'était du Sénégal à la France, là. Mais donc, le livre, il est né comme ça. Mais concernant d'aller le faire vivre en Afrique, absolument. C'est ma mère, elle retourne dans son village natal, voilà. Et puis elle me dit, oh, Madioula, tout le monde parle français, il n'y en a plus un qui parle notre langue ici, puis ils veulent plus parce que à l'école c'est français et la langue de la capitale c'est le Wolof. Donc dans les villages, plus personne va parler le malinké. C'est pas que ça les intéresse plus, mais pour eux autres, il n'y a pas de perte. Sauf que il y a très peu de communautés qui parlent cette langue-là. Donc, si déjà dans le cœur même du village, là-bas, à 8 heures de la capitale, plus personne, ça les intéresse plus, qu'est-ce qu'on fait? Moi, mes enfants, pardon, ne parlent plus. J'en parle qu'avec ma mère, mes frères et sœurs et quelques personnes de la communauté. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de puissant et d'extrêmement symbolique, justement, d'aller, ne serait-ce qu'un instant éphémère, faire vivre cette parole-là? Oui, il y en a quand même. Après ça, ça se peut que ça ne te tente pas, mais je vois quelque chose, un potentiel extrêmement riche aussi, mais il faut être en adéquation avec le projet. Puis aussi, il y a encore des gens qui le parlent, puis pour eux, ils ne voient pas la perdition de la chose. Mais c'est de se dire, c'est noté quelque part, il y a un travail de... Et puis, j'alimente régulièrement des glossaires, etc., pour qu'à un moment donné, ça devienne peut-être un dictionnaire. Même s'il y a le bambara qui est la langue mère, le malinké, c'est une sous-langue. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment? C'est à réfléchir, c'est à voir l'énergie qu'on a nous-mêmes et comment les choses évoluent. Et c'est ça va grandir petit à petit ou ça va prendre une autre direction, mais je me laisse du temps. Mais j'ai hâte de t'entendre sur le... C'est sûr que j'aimerais bien que Chronologie soit jouée au Burundi. Au Burundi, j'ai un peu peur parce qu'il risque de politiser le truc, puis c'est dangereux. Ouais. C'est comme parce que ça parle quand même des conflits ethniques. Même si je prends pas position, les gens peuvent le prendre. J'aurais bien aimé que ça soit joué au Rwanda pour voir comment ça résonne. Après ça, moi, quand j'écrivais, je vais beaucoup au Burundi pour écrire. Donc, ouais, je vais beaucoup au Burundi pour écrire. En fait, moi, je suis née là-bas, puis j'ai grandi là-bas. Même si, c'est sûr qu'en retournant, pour certaines personnes, je ne suis pas assez burundaise, mais je suis toujours Tu le portes en toi. Oui, vraiment, je parle ma langue. Mes parents habitent toujours là-bas. Donc, je comprends le rapport de comme les choses qui sont perdues et tout. Puis, tu sais, au Burundi, on a très peu été... après la colonisation, par exemple, on a une seule langue. Tout le monde parle Kirundi. Ce qui fait que la langue n'est pas perdue parce que c'est la langue que tout le monde parle.
Tandis que quand il y a beaucoup de langues, les gens finissent par parler français pour comme unifier ou ils vont prendre une langue. Donc, et puis, il y a très peu d'accès à l'étranger, donc la culture est quand même maintenue, j'ai l'impression. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai habité au Rwanda de 2011 à 2013, à Butare, donc très près du Burundi. Donc, évidemment, quand je te lisais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui résonnaient, même si mes racines ne sont pas là. Donc, évidemment, je me suis attachée différemment au récit. Oui, je pourrais poser une question, mais j'ai envie. Est-ce que vous aimeriez, et vous pouvez dire non, elles ont le droit de dire non, nous lire un morceau, un mini de passage? Moi, j'aimerais ça que les gens entendent ancrer tout ce qu'on parle tout à l'heure. Ben, tu as le choix. Et toi, est-ce qu'il y a une page en particulier que tu aimerais nous partager, un morceau, un moment, une partie préférée? Pour vous laisse évidemment 30 secondes pour y penser, mais oui, je pourrais vous poser une question, mais j'ai envie d'entendre votre voix ancrée dans l'histoire. Et vous avez le droit de dire non. Je répète que vous avez le droit et je poserai une question et on continuera dans le formel. T'aimes l'idée? Ça me fait super plaisir. J'aimerais vraiment ça. Tu peux piger? Toi, t'as un passage préféré, toi, justement, quand tu l'as... Est-ce que t'as eu un passage? J'ai mis plein de post-it, moi, dans ton livre. J'ai plein de passages préférés, donc je peux pas choisir. On a combien de temps? On est à quelle heure? On m'a dit qu'on me ferait signe et j'ai pas de signe, donc on y va? Ah bon, alors on a le temps. Donc, 2 petits passages. On va clore avec ça. Il y a une dernière question de clôture, mais à vous la parole. Ah, vas-y. Ah, top, je pensais que t'avais trouvé ton passage. Parce que moi, c'est ça. Oh, j'ai mis de la pression, là. J'ai mis de la pression. Seulement. OK. OK, je pense que je vais juste faire vite fait. Oui. OK. OK. Il t'a parlé de son amour pour Chinua Achebe. Et pour la première fois, elle parle de comme un amoureux qu'elle a rencontré. Et il t'a parlé de son amour pour Chinua Achebe. Pour la première fois, tu as confié à quelqu'un que tu avais trouvé ton pays en lisant Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Ceux à qui tu en avais parlé avant avaient été surpris qu'il existe des auteurs africains renommés, comme ce professeur à l'université à qui tu avais demandé s'il pouvait ajouter des auteurs africains dans le corpus du cours Littérature du monde. Il avait ri et t'avait répondu qu'il en ajouterait s'ils existaient. Ce soir-là, installé devant ton ordinateur, tu en avais trouvé plus de 100 sur Google. Tu avais alors commencé à les lire, de Fatou Diom à Mariama Ba, et c'est là que tu étais tombé sur Americana. Le jour suivant, ton professeur t'avait fait cadeau d'un exemplaire de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Il t'avait regardé de ce regard fier et condescendant quand les Blancs, quand ils croient s'y connaître en littérature noire, même s'ils ne distinguent toujours pas les auteurs haïtiens des Africains. Merci beaucoup. Un classique. Un classique. Un préjugé classique. À toi la parole. Ok. Ndoronte. J'ai longtemps fouillé ma peau, rêvé d'un message. Codé, je l'ai finalement trouvé sous le tilo du continent premier. Ma mue n'est pas celle d'un serpent, mais une symphonie de légendes, de vies réinscrites dans la ligne du temps, sans héritage, saint héritage passé de voix en voix, ce matrimoine qui me fera m'aimer. Activé par les... Excusez, mes yeux me font défaut. Achevé parmi les cyborgs en série, déchiffrant mes propres gestes tordus, Nanyo Ninjuso s'accorde enfin une nouvelle harmonie. Ngulo. J'ai soudé des morceaux, ajouté des fragments d'archives, les pièces manquantes de mon entité. Artiste de mon incarnation, je brille à nouveau, poli de bienveillance. Le masque primitif de ma tribu sur le visage. Je ressens l'énergie ancestrale. Le dialecte vibre dans ma gorge. Jibondingonafata. Njusolata. Merci beaucoup. En question de clôture, j'ai envie de vous demander tout simplement, est-ce que la réception de vos livres vous ont fait, vous ont donné un regard différent sur vos propres ouvrages? Est-ce que les gens qui vous ont lu et qui vous ont apporté, soit que se sont reconnus ou commencent à vibrer avec eux, vous a donné un regard différent? Est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé de vos écritures que vous n'auriez même pas pensé?
sont compliquées, mes questions! C'est quelque chose, hein? Non, je vais. Hem, d'oser davantage de mots, d'ajouter davantage de mots en malinké et de faire davantage confiance au public. Parce que même s'il y a le lexique derrière, ça peut couper. Mais j'avais peur de ça, mais on m'a affirmé que non, 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 il fallait en donner plus et de faire confiance. Donc, je À garder en tête pour le prochain livre, peut-être? absolument. Merci. Il arrive bientôt. Et pour toi, est-ce que la réception déjà a modifié ton regard sur sur tes propres œuvres? Oui, parce que je pense que j'étais surprise que ça résonne en d'autres personnes. Je pense que j'avais aucune attente parce que c'est comme j'ai écrit les deux un peu en même temps. Là, donc, T'es une machine, écrire les deux en même temps. mais tu sais, en 4-5 ans, tu sais, Oui. comme j'alternais à, tu sais, mais il y a quelque chose de ah, OK, donc je suis pas seule. Donc, je pense que ça a comme guéri quelque chose en moi, que ce soit comme écrire sans jaillir en argot montréalais, puis de voir que ça résonne, puis écrire chronologie. C'est comme si ça guérit quelque chose en moi, même si on écrit pas pour soi nécessairement, mais c'est comme, ah, OK, ça résonne. Donc, on est tous un peu en train de vivre la même chose. Puis c'est super beau parce que la roue se referme avec qu'est-ce qu'on a commencé au départ. On a parlé d'amitié et tu termines avec on est tous ensemble. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement circulaire, extrêmement beau qui est vraiment au centre de votre livre, de se rassembler entre femmes noires et de se célébrer. Et que ce soit par l'écho, la réception, malgré qu'on ne pense pas rejoindre les autres, on est tous ensemble. Puis je trouve que sans le vouloir, on est revenu à la boucle. Donc, je vous remercie d'avoir présenté vos ouvrages. Les gens, s'ils ont des questions, en tout cas, je ne sais pas ce qu'est leur horaire, mais elles sont disponibles. Merci à Madula et Stéphie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir resté avec nous. Bonne lecture. Je vous invite à lire ces ouvrages. Merci beaucoup.